Aurélie Jean. Bonjour. Alors, on a beaucoup parlé de technologie, d'IA déjà hier, mais la Tribune qui co-organise l'événement voit aussi elle-même l'économie avec deux révolutions en son sein, le climat et l'IA. Donc, nous aussi, en tant que médias, on vit ces révolutions. On a envie de dire que quand on emploie le terme technologie, puisque c'est la thématique de notre dialogue toutes les deux ce matin, il y a beaucoup de choses dans technologie. On a vu des scientifiques alerter pendant longtemps. Maintenant, ils sont mieux écoutés. Je ne dirais pas qu'ils sont totalement écoutés, peut-être. Et ça, vous nous direz ce que vous en pensez. Mais finalement, tout démarre de la culture scientifique. Est-ce que tout ne démarre pas vraiment de là? Et est-ce que ce n'est pas le plus gros maillon manquant aujourd'hui? Oui, merci Laurence et merci à la Tribune de m'avoir invitée. Comme je le dis souvent, et vous connaissez mon positionnement là-dessus, c'est-à-dire que la culture scientifique, la science est un vecteur d'éducation et de compréhension et donc de respect. Et c'est vrai que on a vu, la crise du Covid l'a révélé, l'absence de culture scientifique chez tout le monde, mais pas qu'en France, dans tous les pays, qui a créé de la confusion, qui a fait malheureusement porter certaines théories du complot et autres mensonges, alors scientifiquement extrêmement maladroits ou intentionnels. Et donc c'est vrai que cette absence de culture scientifique crée ensuite un gap énorme, un fossé énorme entre la réalité du terrain et des rapports comme le GIEC ou des alertes de la part de scientifiques et ce que disent les gens sur les médias ou ce qu'on peut voir dans des livres ou dans des chroniques. Et donc il faut faire très attention. Et ça part dès la petite enfance en fait. C'est-à-dire que typiquement, je crois beaucoup à cette idée que de faire de la SVT ou des leçons de vie, comme on faisait les leçons de choses, comme on faisait quand on était en école élémentaire, nous permet en fait justement de comprendre ce qu'est la nature, de du coup la respecter. Et c'est vrai que la culture scientifique peut amener donc, c'est un vecteur d'éducation pour comprendre, pour respecter, et puis aussi pour comprendre que la science peut aussi être un vecteur de solution, tant sur la compréhension des phénomènes, de réchauffement climatique ou de destruction des sols ou autre, mais aussi peut amener, sans tendre vers un solutionnisme scientifique et technologique, peut amener des solutions concrètes. Et donc c'est quelque chose à dire, puisque on voit aujourd'hui qu'il y a aussi un phénomène de rejet en fait, parfois du discours scientifique, parce qu'on rejette ça, parce qu'on leur en veut, parce que donc il y a vraiment, je pense qu'il y a un discours qui est, et un positionnement qui est très contradictoire en fait chez les gens. Paradoxal parfois. Oui. C'est assez paradoxal, ouais. Et pour la première fois, hier j'étais au CEA à Grenoble. Et en fait, les gens du CEA avec qui j'étais me disaient, en fait, on a un recul aujourd'hui de jeunes qui vont dans des études scientifiques. Et ça m'a beaucoup étonnée, en fait. C'est vrai que c'est étonnant, on pourrait penser. Moi, ça m'a étonnée parce que, considérant le fait qu'on n'a jamais eu autant besoin de la science et que les scientifiques sont fondamentaux et qu'on a eu quand même des discours scientifiques depuis quelques années, que ce soit par le réchauffement climatique, que ce soit par la crise du Covid, et donc je pensais que la science était plus mise en avant et on voit qu'on est en train de rétrograder, donc c'est dommage et il faut faire très attention à ça. Je vais peut-être revenir sur, vous l'avez dit assez rapidement, la science permet parfois, à partir du passé, de envisager l'avenir. Je ne dis pas forcément de prévoir effectivement de façon très très sûre, mais en tout cas ça permet d'imaginer, donc de se préparer. Et quand on est docteur en sciences comme vous, on sait, sur la modélisation algorithmique, pouvoir apporter du coup des solutions. Il y a la science qui prévient avec effectivement des données, puis il y a ce qu'on peut apporter aussi comme solution. Oui, alors moi c'est vrai que je ne travaille pas du tout sur les questions du climat, mais je pourrais vous parler ensuite de comment le climat intervient dans mon travail en IA, parce que souvent les gens ne se rendent pas compte, parce qu'il y a des enjeux fondamentaux en IA aujourd'hui qu'on évoque peu, et le réchauffement climatique, en tout cas l'environnement, l'impact environnemental en fait partie. Oui, en fait, c'est exactement dans les rapports du GIEC ou tous les travaux qu'on peut lire sur le réchauffement climatique, il y a la compréhension du passé, la compréhension du présent et des projections dans le futur. Et ces projections dans le futur, elles se font de différentes manières. Elles peuvent se faire par une simple extrapolation des grandeurs que l'on suit depuis des décennies de façon à pouvoir anticiper les grandeurs d'après. Puis après, on peut tomber sur des modèles beaucoup plus complexes, mathématiques, mais aussi des algorithmes d'apprentissage pour aller mesurer, évaluer en fait les évolutions futures de manière plus précise en injectant davantage même de physique dans les modèles pour aller exprimer en fait un phénomène pour pouvoir l'anticiper. Et ça, c'est vrai qu'il y a un énorme travail qui est fait de ce côté-là. Et c'est là où on a des ponts énormes entre des gens qui sont des spécialistes du climat, des gens qui sont spécialistes de la science de la vie et de la terre, et puis des gens justement qui sont plutôt spécialistes de la modélisation, des mathématiques, des statistiques, et qui travaillent ensemble pour arriver à comprendre, pour alerter aussi, et savoir quoi faire dans la suite. Et dessiner des solutions, parce que
on l'a beaucoup dit, il y a prévenir et puis essayer d'anticiper au maximum. Alors, comment justement le réchauffement climatique, la question climatique impacte votre travail ? On a souvent l'IA parfois, ou le numérique plus globalement, on a dit le numérique pollue aussi. Voilà, on entend ça, mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on fait quoi ? Et en fait, c'est là où le discours scientifique est important, parce que de condamner et sans expliquer ce qui se passe ne permet pas d'envisager des solutions qui existent déjà. Typiquement, vous entendez beaucoup, on a beaucoup entendu ces derniers mois, enfin depuis le début de l'année, des discours assez long-termistes, apocalyptiques sur l'IA, en disant que avec cette lettre d'OpenAI, ou récemment les propos de la présidente de la Commission européenne qui a repris des propos de long-termistes comme Musk ou Sam Altman, disant que l'IA pouvait exterminer l'espèce humaine, disant que l'IA il y avait forcément une issue apocalyptique de ce phénomène. Moi, je pense beaucoup que ces discours-là, qui sont en fait des discours politiques et absolument pas scientifiques, sont des discours en fait pour nous écarter des vrais enjeux aujourd'hui. Et je vais vous en donner 3. Il y a 3 enjeux aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, l'algorithmique, peu importe le mot que vous mettez derrière ça. Il y a un enjeu, et je finirai par l'environnement, mais il y a un enjeu de discrimination technologique. Par ailleurs, ces enjeux-là, les gens qui soutiennent une vision long-termiste n'approchent pas du tout ces enjeux, ne les regardent pas. Donc c'est problématique pour moi. Donc il y a un enjeu de discrimination technologique, à savoir qu'on crée des modèles, on crée des technologies qui peuvent, dans certains cas, beaucoup de cas malheureusement, beaucoup trop, qui vont créer de la discrimination, qui vont traiter des individus différemment, a fortiori injustement, en fonction de leur genre, en fonction de leur âge, en fonction de leur couleur de peau, de la langue qu'ils parlent, etc., voire des origines sociales. Etc. Donc ça, c'est un point important. Et considérant le fait que on a quand même plutôt des hommes relativement jeunes, souvent caucasian, blancs, hétérosexuels. Voilà, on a une dominance en fait dans la représentation des gens qui conçoivent ces outils, qui du coup, et c'est pas de leur faute, ils induisent leur propre biais cognitif de par l'absence de diversité dans les groupes. Et parfois, parce qu'il y a des solutions. Typiquement la gouvernance algorithmique, de bien tester ses algos, d'avoir des bonnes pratiques de développement. Le deuxième enjeu, en fait, c'est un enjeu social, puis environnemental, mais d'abord social, c'est tout ce qui est lié au digital labor. C'est-à-dire que pour créer ces modèles, il faut qu'on ait... je ne dis pas qu'il faut, mais en tout cas, il y a beaucoup de sociétés qui vont faire appel à de la manœuvre pas chère dans des pays émergents pour aller annoter de la data, pour aller la nettoyer, pour aller modérer des contenus. Et tous ces gens-là, en fait, c'est une sorte d'exploitation. Et il faut... et le digital labor inclut aussi le chauffeur, enfin le livreur Uber, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment Uber Eats. Donc essayer de reconnaître ça et d'essayer de tacler ça intelligemment pour éviter, en fait, de créer plus d'inégalités sociales. Et enfin, il y a l'enjeu environnemental qui est peu évoqué, parce que quand on dit l'IA, ça pollue, tout pollue déjà, mais surtout, il faut comprendre qu'est-ce qui pollue exactement et qu'est-ce qu'on peut faire du coup pour aller diminuer la pollution. On pense au hardware, c'est-à-dire que pour faire tourner des modèles, il faut des serveurs. Et on a tous un téléphone portable, il faut des ordinateurs qui sont des petits serveurs. Il faut pas mal de choses. Il faut des capteurs, par exemple, donc tout ce qui est dans l'IoT. Il faut tout ce hardware, en fait, nécessite parfois des matières premières relativement rares ou qui peuvent, par leur extraction, en fait, abîmer les sols naturels, etc. Et donc toutes ces choses-là, il faut les considérer. Il y a des solutions. Il y a des gens qui vont travailler, par exemple, sur des nouveaux modes de stockage de la data. Des gens qui vont travailler aussi sur des nouveaux modes de transport de l'information par la lumière pour accélérer la communication de l'information et diminuer de façon significative la consommation énergétique liée au transport de ces informations. Et puis, il y a toute la partie construction des modèles algorithmiques. Beaucoup de gens pensent que c'est le fait de faire tourner un algo qui consomme. C'est bien plus de le construire. Et je vais vous donner un exemple. Tous les modèles qu'on voit aujourd'hui, des modèles de langage, sont des modèles qui sont très longs à entraîner, parfois 1 à 2 semaines, parfois plus, qui consomment beaucoup d'énergie. Je vous donne un exemple, parce que c'est un exemple intéressant. En janvier 2021, il y a Google Brain qui avait entraîné l'un des plus gros calculs, les plus gros modèles algorithmiques en traduction, donc du langage, qui contenait 1,6 milliards de paramètres à optimiser et à identifier dans le réseau neuronal, donc du deep learning. Et donc c'est un calcul qui a une construction d'un modèle qui a coûté plusieurs millions de dollars, entre 6 et 10 millions de dollars, mais surtout ça a énormément consommé, pour à la fin récupérer 3% de plus de précision sur le traducteur. En effet. En fait, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas rejeter strictement les gros modèles, parce que ça permet de faire de belles choses, ça permet de développer des technologies pour répondre à des solutions concrètes, ça permet de faire plus d'inclusion, ça permet de faire des grands bonds dans la médecine, des grands bonds dans plein de domaines. Par contre, il faut se poser la question de à quoi ça sert, pour justement évaluer le coût de la décision. Et je vous donne un exemple, c'est que
moi, je me pose toujours la question, c'est très difficile de mesurer strictement la consommation énergétique de votre modèle, parce que ça inclut beaucoup trop de choses. Ça inclut, vous allez me dire, bah oui, c'est juste regarder la consommation de votre ordinateur pour mesurer la consommation. Mais en fait, votre modèle, il fonctionne sur des datas. Ces datas, elles ont été collectées certainement par des capteurs, ou en tout cas, ces informations ont été transportées, donc ça a coûté de l'énergie. C'est très difficile d'évaluer. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est de minimiser, de se dire, bah, je vais faire en sorte de développer un modèle qui optimise la consommation énergétique en la diminuant. Et ça, on sait que c'est possible. Mais pas tout le temps, ça dépend de ce qu'on veut faire, mais en diminuant le nombre de paramètres à optimiser, en augmentant l'explicabilité, donc en injectant encore plus de mathématiques et de diminuer le côté boîte noire, parce que du coup, bah, on va diminuer le nombre de paramètres. Enfin, il y a pas mal de choses à faire, mais pour ça, il faut l'expliquer aux gens. Et que typiquement, le calcul de Google, et c'est pas contre Google, hein, mais c'est un calcul qui, à mes yeux, a servi à une chose, pas améliorer le traducteur, parce que 3% de plus, c'est rien. C'est très peu, effectivement. C'est très peu. Par contre, ça a montré, ça a poussé les limites de l'entraînement. C'est-à-dire qu'on a poussé, on s'est rendu compte jusqu'où on pouvait aller. Et ça, c'est intéressant. Mais c'est plus un travail de recherche. Ça, voilà. Donc, alors, finalement, est-ce que la recherche, on se dit, ben voilà, il faut aller parfois jusqu'au bout, il faut parfois dépenser 10 millions de dollars et avoir très peu de résultats, mais savoir, ça permet aussi d'avoir des limites et de définir peut-être là où on peut aller. Voilà, certainement. Alors, Google, c'est vrai que c'est un mauvais exemple parce que en faisant ça, quelque part, ils ont aussi montré le fossé qui existe économiquement entre les acteurs. Il y a très peu de gens qui peuvent mettre 10 millions de dollars pour entraîner un modèle. Donc ça crée aussi, ça pose beaucoup de questions sur la compétition en termes d'innovation et autres. Mais en général, on peut être amené à pousser les limites et voir jusqu'où on peut aller. Mais c'est toujours une question de coût de la décision. Qu'est-ce que ça va me rapporter? Qu'est-ce que je vais comprendre? Et donc, l'idée n'est pas de rejeter l'IA, parce qu'on dit l'IA, ça pollue. En fait, pour moi, c'est démago. C'est la même manière de dire que l'IA ne pollue pas. C'est démago. Ce qu'il faut, c'est comprendre où est-ce que la pollution intervient et du coup, comment on peut essayer d'optimiser ça en diminuant en fait l'impact environnemental. Et on peut le faire plein de moyens. Mais encore une fois, c'est par rapport au coût de la décision. Quand on doit faire un modèle en fait qui fait quelque chose d'extrêmement complexe et que le seul moyen c'est d'entraîner un modèle sur une semaine, vous n'aurez pas le choix. Mais c'est le coût de la décision. Qu'est-ce que ça rapporte en fait? Et il y a aussi quand même, il ne faut pas l'oublier, le AI Act qui a été voté donc au Parlement européen en juin dernier et qui est depuis en pourparlers dans chacun des pays. C'est un texte en fait qui a une mention sur le climat et sur justement ce que j'expliquais, c'est-à-dire cette optimisation de dire qu'on a fait au mieux pour minimiser en fait l'impact environnemental de ces modèles. Sur la data, vous avez écrit un livre qui est paru il y a un mois sur la data et le sport. La data et le climat, concrètement, est-ce que vous avez des exemples concrets de là où la data a permis d'améliorer des choses par rapport à l'océan, par rapport à la mer? Alors, j'ai pas d'exemple strictement. J'ai un exemple d'un de mes anciens profs. Où il y a eu de la data forcément, mais c'était pas le cœur du projet. Un de mes anciens profs, c'est un mathématicien, professeur Frédéric Dias, et qui travaille à Dublin, et qui a développé une technique orientée par les mathématiques. Donc il a pu développer cette technique parce qu'il avait justement des modèles mathématiques qui arrivaient à transférer l'énergie pour utiliser l'énergie des vagues en électricité. Voilà, donc c'est un travail de recherche, hein, c'est pas du tout industrialisé, et il l'a fait sur une petite île, j'ai plus le nom exact, mais en Irlande, qui permet en fait à cette île d'être autonome, par exemple. Et ça, on n'aurait pas pu s'il n'avait pas justement développé un modèle mathématique pour comprendre le transfert d'énergie et calibrer ce modèle sur des données du terrain, sur l'énergie des vagues, la fréquence des vagues, etc. Donc, encore une fois, l'idée n'est pas de tendre vers du solutionnisme scientifique ou technologique, absolument pas. Mais il ne faut pas non plus diaboliser la science, c'est ça que je veux dire. Et il faut arriver à trouver cet entre-deux. Et c'est pour ça que la culture scientifique, elle est, à mes yeux, fondamentale, tant sur comprendre la vie, la nature, les choses, et du coup les respecter, comprendre les discours des scientifiques, comprendre aussi les discours des magos, des deux côtés. Vraiment, il y en a. Et du coup, essayer de sortir de cette diabolisation pour arriver avec des solutions concrètes et de comprendre en fait aussi pourquoi politiquement il faut mettre de l'argent dans la recherche, dans le développement, donc R&D public ou privé, pour aller encourager en fait des nouveaux modes de transport de l'information. Je dis ça parce que, pareil, un de mes anciens profs, alors, professeur John Joannopoulos, qui lui au MIT a développé justement un moyen d'aller
ce que je disais tout à l'heure, d'aller transporter de l'information via la lumière. Il y a plusieurs boîtes qui ont fait ça. Absolument, oui. Et ça, par exemple, c'est révolutionnaire. Enfin, il y a plein de choses comme ça qu'on peut essayer d'aller développer sur la data en particulier. Alors, c'est vrai que vous avez évoqué un sujet, là, c'est de dire il faut mettre de l'argent dans la recherche. Alors ça, c'est un grand débat et on ne l'aura pas ce matin. Mais il y a aussi les startups qui travaillent sur des solutions, mais il y a aussi des grands groupes qui peuvent faire beaucoup. Est-ce que les grands groupes regardent suffisamment les scientifiques ? C'est difficile à dire, j'ai pas forcément de regard là-dessus. Une chose est sûre, c'est que quand on parle de recherche, il faut penser recherche publique, académique, il faut penser recherche privée, que ce soit dans des startups, spécialement les deep tech startups, donc ce sont souvent des travaux de recherche qui se translatent en un MVP dans le but d'être industrialisé donc via une start-up. Et puis les grands groupes aussi, la recherche et le développement dans les grands groupes, c'est hyper important. Je sais pas, je pense que j'ai pas d'avis là-dessus ou de pensée là-dessus. Une chose est certaine, c'est que les grands groupes, de la même manière, à l'instar en fait de la recherche publique, vont devoir mettre beaucoup d'argent sur ces points-là, quelle que soit leur industrie d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui quasiment toutes les industries ont des enjeux climatiques et donc doivent investir sur ces sujets. Je pense que c'est assez transversal. Et ce qu'il va falloir aussi, c'est qu'il y ait encore plus de ponts entre le milieu académique et le milieu industriel, où on a tendance en fait à cloisonner en France. Et je pense que ça, c'est une erreur, parce qu'on a tous à apprendre les uns des autres en fait. Merci beaucoup Aurélie Jean. Je pense qu'on aurait pu continuer encore longtemps, mais c'est très intéressant d'avoir la vision intérieure d'une docteure en sciences. Merci. Merci.